à tous de vous être joints à ce deuxième webinaire santé du think tank le plus important. Donc, quelques mots sur notre organisation. Créée il y a presque 3 ans, nous avons pour objectif d'encourager le développement des capacités et des compétences individuelles de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir dans notre société en pleine mutation. Donc, au sein du think tank le plus important, nous voulons ainsi favoriser l'égalité des chances et une société inclusive et lutter aussi contre l'insécurité économique, en particulier parmi les moins favorisés et les classes moyennes. Donc, on a mis en place un certain nombre de groupes de travail sur les travailleurs des plateformes, sur la diffusion de la culture scientifique, sur l'école inclusive, ainsi qu'un groupe santé. Et donc, c'est sur ce sujet que nous nous réunissons aujourd'hui. Et nous nous sommes attachés à montrer sur ce thème en quoi les technologies de santé venaient modifier, voire bouleverser l'exercice des professionnels de santé. Robotisation, numérisation, intelligence artificielle sont autant de progrès annoncés pour la santé, mais qui ne peuvent être considérés comme tels que s'ils ne sont pas vécus comme des menaces pour les professionnels de santé et pour lesquels on peut constater quand même qu'ils sont relativement impréparés dans notre pays. Donc, nous avons ainsi établi une analyse des propositions à destination des autorités publiques que vous pourrez trouver sur notre site leplusimportant.org. Et alors, il nous a semblé, donc, dans ce contexte, justement, sur cette thématique de la préparation des professionnels de santé aux évolutions technologiques, il nous a semblé que la crise sanitaire du Covid, en ce qu'elle avait notamment accéléré les usages des nouvelles technologies de santé, la télémédecine, le recours à l'intelligence artificielle pour l'analyse des données, la robotisation, était une sorte de laboratoire du sujet qui nous intéresse. Donc, le confinement est également une source de créativité et on était en train de préparer un colloque parlementaire à l'Assemblée nationale et on a transformé cette contrainte en une opportunité et donc on a mis en place en un temps record pour notre organisation bénévole une série de webinaires pour justement aider chacun à approfondir la question de l'usage des technologies de santé et leur impact sur les professionnels. Donc, tous les webinaires ont lieu le jeudi de 11h30 à 12h30, tous les 15 jours. Donc, il y en a eu un la semaine dernière avec David Gruson et Louis Delamarre, mais à partir de celui d'aujourd'hui, c'est tous les 15 jours. À chaque fois, on a fait, dans la mesure du possible, un choix d'un binôme d'intervenants pour mixer les approches et essayer d'avoir des approches terrain, des approches plus expertes. Donc, la semaine dernière, on avait l'IA, l'intelligence artificielle à l'heure du Covid, avec David Gruson et Louis Delamarre. Aujourd'hui, donc, on va parler des techs de santé et Covid, un progrès pour les patients. Et puis là, dans 2 semaines, donc le 28 mai, on aura le plaisir d'accueillir Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre de la Santé, qui va nous parler des professionnels de santé et Covid, quelles leçons tirer de la crise. Le 11 juin, ça sera Tech de santé et Covid, quels apports concrets avec Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux, et le docteur Cécile Monteil, directrice médicale d'Illumens, et ainsi que le docteur Véronique Elie, infirmière en équipe mobile. Le 25 juin, on parlera d'intelligence artificielle et Covid, quelle place pour la décision humaine avec Stéphanie Combe du Health Data Hub et le docteur Antoine Flao de l'école de médecine de l'Université de Genève. Et enfin, le 9 juillet, virage numérique et Covid, et si la crise était une opportunité avec Dominique Pont et Guy Valencien. Voilà, donc je laisse la parole à Elisabeth pour introduire le thème d'aujourd'hui. Et ensuite, on écoutera nos intervenants. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe et bienvenue à tous. Alors, nous sommes particulièrement heureux de partager cet échange avec nos 2 invités à l'occasion de ce 2e webinaire de la série Tech Santé et Covid qui est organisé par le think tank le plus important. Alors, nous accueillons aujourd'hui Gérard Raymond, donc, qui est président de France Asso Santé, et le docteur Jacques Lucas, qui est président de l'Agence du numérique en santé et ancien vice-président et délégué général au numérique du Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc, nous les remercions vivement de leur présence parmi nous aujourd'hui. Alors, en fait, le débat d'aujourd'hui est un débat extrêmement important puisqu'il s'agit, comme l'a rappelé Jean-Philippe, de la place du patient dans la gestion de cette crise et dans la relation patient et soignant. Donc, ce que nous allons demander à nos 2 invités, c'est de nous livrer leur point de vue sur la façon dont la crise a accéléré l'usage des nouvelles technologies en santé, comment elle a transformé la relation soignant-soigné, quels vont en être les impacts pour les patients et surtout, si on peut en attendre un réel progrès pour les patients. Donc, nous sommes impatients de vous entendre sur ce sujet. Ils nous feront également part de leur vision des enseignements positifs ou négatifs de la crise du Covid, ou je devrais dire de la Covid plutôt, et des décisions politiques qui, selon eux, mériteraient d'être prises.
Alors, juste avant de laisser la parole à Gérard Raymond, je voudrais juste vous rappeler quelques règles de fonctionnement. Donc, chaque intervenant va parler pendant 15 minutes environ. Nous passerons ensuite aux questions. Vous pouvez poser, je parle à l'attention de l'ensemble de notre public, toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fonction chat de l'application Zoom. Et nous allons les poser en fait dans l'ordre d'arrivée à nos intervenants. Autre point important, les séances seront enregistrées et mises en ligne sur notre site, donc elles pourront être vues en replay. Alors, vous pouvez bien sûr réagir pendant le webinaire et aussi bien évidemment après, donc sur les réseaux sociaux, soit via Twitter, @ le plus important ou hashtag LPI Web Santé, ou bien sûr sur LinkedIn. Alors, le point également que nous souhaitions vous souligner, c'est qu'à l'issue de cette série de webinaires, nous allons faire une restitution qui permettra de reprendre les éléments clés, les points saillants de nos échanges, et qui nous permettra également d'enrichir et de compléter le rapport que nous avons déjà réalisé sur le sujet dont parlait Jocelyne. Voilà, je vous souhaite un très bon débat, une bonne séance, et je laisse tout de suite la parole à Gérard Raymond. Ben, merci pour cette invitation. C'est important que, effectivement, vous ayez pensé aux patients et aux usagers de la santé pour participer à la co-construction et à l'évaluation de cette crise-là. J'en suis fort heureux parce que nous avons eu l'impression ces derniers temps que les usagers de la santé étaient quand même passablement oubliés, et la démocratie en santé aussi, dans les choix politiques et stratégiques qui sont faits en haut lieu. Et donc, merci de nous inviter à participer. Et il est bien évident que la première analyse que nous faisons, nous, association de patients et association d'usagers de la santé, c'est que, je pense que là, on aura un avis convergent, c'est que personne n'était prêt à recevoir cette vague tsunami qui nous a quand même passablement balayés et confinés tous, pour certains au fin fond de la France et pour d'autres dans des appartements. Donc nous n'étions pas prêts du tout, et techniquement et aussi psychologiquement. Et tout cela a été une vraie révolution. Il a fallu se ressaisir, et particulièrement dans le domaine de la santé et aussi de la prise en charge des personnes non atteintes de Covid. On a eu l'impression dans les premières semaines que, effectivement, il n'y avait plus qu'une seule maladie dans le pays, c'était les personnes atteintes du Covid-19, et que les autres, bien, ma foi, peut-être qu'elles étaient hypocondriaques avant, puisqu'elles remplissaient les cabinets de médecins, les urgences des hôpitaux, et là, tout d'un coup, plus personne dans les cabinets de médecins, plus personne dans les urgences des hôpitaux, voilà, et plus de malades. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous avons quand même essayé de comprendre un peu ce qui se passait, et aussi d'analyser cette situation-là, mais aussi de dire à tout le monde, y compris aux professionnels de santé, mais qui l'ont fait avec nous aussi, il faut s'en féliciter, qu'il y avait certainement d'autres pathologies qui devaient avoir des soins, des parcours de soins nécessaires, urgents, que ce soit les personnes atteintes de cancer ou les personnes atteintes de diabète et autres, les personnes atteintes de pathologies chroniques, que ce soit l'insuffisance rénale aussi, la dialyse. Donc il y avait quand même des urgences qu'il fallait poursuivre si on voulait conserver un relativement bon état de santé de l'ensemble de toute la population. Et là, il a fallu très rapidement, effectivement, trouver des solutions. Alors, bien sûr, nous-mêmes, depuis longtemps, préconisions les nouvelles technologies, les consultations à distance, la coordination des acteurs avec des plateformes ou des dispositifs numériques, etc. Tout ça a été entré aujourd'hui dans le discours, assez peu d'ailleurs dans la pratique, assez peu. Et on voyait bien les difficultés des uns et des autres, et d'ailleurs, y compris aussi de l'assurance maladie à pouvoir valoriser ou rembourser la téléconsultation. Donc, tout ça a été un peu compliqué et avancé avec beaucoup de prudence, dirons-nous, mais aussi beaucoup de difficultés. Et là, il a fallu aller très vite et trouver des solutions. Et pour prendre qu'un seul exemple, il y a une quinzaine de jours, j'étais en visite avec mes amis diabétologues d'un grand hôpital du Sud-Ouest qui me disaient
évidemment, ça fait des années qu'on parle du suivi à distance, qu'on parle des applications numériques pour pouvoir suivre les patients diabétiques. Et bien là, en 8 jours, on a mis en place une plateforme avec des outils. On a des contacts réguliers et directs avec nos patients. On les appelle, ils nous appellent, on met les écrans, on a des courbes, on commente, on discute entre nous. Et de l'avis de ces médecins-là, ce qui m'a extrêmement fait plaisir, c'est qu'eux aussi étaient extrêmement heureux de pouvoir consulter, entre guillemets, de cette façon-là. D'ailleurs, c'est plus des entretiens que des consultations. Et de me dire que les entretiens étaient beaucoup plus longs que ce qu'ils pouvaient avoir dans le cadre de la consultation. Ils étaient beaucoup plus longs et beaucoup plus riches. Et qu'effectivement, les patients se confiaient mieux quand ils étaient chez eux avec en visioconférence comme nous sommes, se confiaient mieux, échangeaient mieux avec le médecin. Et une d'entre elles m'a dit, mais les consultations sont plus longues et on a du mal effectivement à les arrêter parce qu'il y a un véritable échange bien riche. Alors bon, on verra ce qu'il en sera dans l'avenir. Mais je trouve que cette crise sanitaire a obligé effectivement l'ensemble des acteurs, que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les patients, et aussi les institutions, à réfléchir à des nouvelles méthodes qui étaient là, mais qui auraient eu du mal à véritablement se projeter pour émerger. Et donc, ça a été un accélérateur entre nous de ces dispositions numériques. Cela dit, on voit bien quand même que là encore, on a mis des fractures et des défavorisés. Tout le monde n'a pas pu avoir accès. Certains médecins ont rencontré des difficultés, effectivement, pour pouvoir mettre en place aussi leur téléconsultation. Donc, on voit bien qu'il y a encore bon nombre de mise en place de technologies, aussi d'apprentissage. Et derrière ça, il faudra aussi évaluer l'ensemble de ces nouveaux dispositifs pour voir ce qui a été pertinent, ce qui n'a pas été pertinent, ce qui a respecté aussi la règle, peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure, de recueil des données et de la confidentialité de l'ensemble de ces données-là. Et donc, je pense qu'on a eu un coup d'accélérateur très important. Et vous connaissez mes positions, donc je ne peux être que favorable à cet coup d'accélérateur-là, mais avec beaucoup de vigilance, effectivement. Il va falloir évaluer tout cela, il va falloir comparer, et effectivement, il faudra aussi, et là-dessus je ne vous étonnerai pas, en terminant mes propos, en disant qu'il faudra aussi que les usagers de la santé soient plus impliqués dans la co-construction, dans l'évaluation de l'ensemble de ces nouveaux dispositifs-là, car effectivement, il faudra que ce soit tous ensemble que nous réalisions ces nouvelles organisations qui ne pourront fonctionner que s'il y a une vraie confiance entre l'ensemble des soignants, la coordination des soignants et tout, mais aussi avec l'ensemble des usagers de la santé. Voilà ce que je voulais dire en préambule, mais on aura l'occasion d'échanger sur quelques dispositifs qui sont mis en place sur le suivi du Covid, que ce soit le contact Covid ou d'autres dispositifs plus spécifiques pour le suivi des pathologies chroniques qui ont été mis en place. Voilà. Si Elisabeth, tu... Oui, très bien. Déjà, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Non, je n'en vois pas à ce stade. En fait, oui, vous avez insisté sur un point qui est extrêmement important. Vous avez dit finalement, et c'était un peu le paradoxe, vous avez dit finalement les patients, ils se sont sentis finalement plus en confiance en utilisant les outils numériques, les téléconsultations. Les téléconsultations duraient plus longtemps, ils se sentaient plus en confiance. Donc, a priori, les patients ont plutôt bien vécu cet aspect. Donc, en fait, la question qu'on avait aussi, c'est de se dire, de ce point de vue-là, alors comment est-ce qu'on va faire
pour pouvoir pérenniser finalement des usages qui se sont révélés favorables, puisque vous l'avez cité. Comment on va pouvoir les ancrer durablement dans les pratiques? Comment aussi on va faire et comment les médecins, mais avec l'aide peut-être aussi des patients, les associations de patients, comment les faire connaître plus largement et en évaluer leur intérêt. Et peut-être nous dire de votre point de vue quelle devrait être la place des patients et des associations de patients donc pour assurer ce développement, en respectant bien évidemment tous les critères de confidentialité, de secret médical, de protection des données et d'assurer aussi ce qu'ont appelé la garantie humaine, ce qu'ont appelé donc David Gruson et Delamarre qui étaient lors du séminaire précédent, qui nous ont parlé de la garantie humaine et de la nécessité de cette garantie humaine pour le développement des techs de santé. Oui. Il est bien évident qu'il nous faudra, à la sortie de cette crise, mais qui risque de durer encore un certain temps sous d'autres formes, mais qui risque de durer, il est bien évident qu'il nous faudra aussi être en capacité d'évaluer ce qui a été fait. Et on verra qu'il y aura des bon nombre de divergences et que les développements ont été assez hétérogènes. Il est bien évident que le cas que j'ai pris est un cas assez atypique d'une pathologie, le diabète et particulièrement le diabète du type 1, où les patients ont l'habitude d'être acteurs de leur propre santé, de plus en plus ont bien compris qu'il fallait bien qu'ils se soignent eux-mêmes, et les échanges avec les professionnels de santé, les diabétologues et autres, sont plus fins, plus riches qu'avec leur médecin généraliste ou d'autres pathologies. Mais il est bien évident que le fait aussi, me semble-t-il, de rentrer dans un processus d'échange, que ce soit à distance, mais en visioconférence comme cela, avec un professionnel santé qu'il appelle ou qu'on appelle, il y a des effets de territoire. Chacun est chez soi, chacun joue à domicile. Pour ceux qui aiment le rugby, ils comprendront ce que ça veut dire. Donc chacun à domicile, on est plus fort. Dans une consultation normale, on est chez le médecin. Donc on est en infériorité. Hein, on joue pas chez l'adversaire, mais presque. Là, on est chez nous. Et donc on a une expression certainement un peu plus libre avec le médecin. Et puis aussi, je pense que ce que me disent les médecins, ils me disent que effectivement, après, ça leur est difficile parfois d'arrêter la conversation, la discussion, l'entretien. Ben voilà, c'est aussi peut-être parce que une nouvelle mode de formation initiale qu'il faudra mettre en place pour les professionnels de santé, c'est savoir aussi mener une conversation, c'est être à l'écoute, la bienveillance, d'accord, savoir mener une conversation et savoir y mettre fin. Voilà, ben ça aussi, ça s'apprend. Mais je pense que non, mais on découvre énormément de belles choses. Sur la participation des usagers de la santé, enfin quand même, nous l'avons écrit et nous le portons tous les jours. Rien sans nous, on ne pourra bâtir quelque chose qui sera fondé sur la confiance que si c'est fait avec nous et que si ça répond à nos attentes et à nos besoins. Et je pense que ça, c'est une. Mais aujourd'hui, ça paraît un peu simpliste de dire bah oui, bien sûr, mais c'est pas aussi évident que ça. On l'a bien vu d'ailleurs. Et donc, il faut véritablement nous faire participer, que ce soit à la co-construction. Demandez-nous ce qu'on veut. Vous verrez que parfois il y a des choses intéressantes qui se disent, et surtout à l'évaluation de ces dispositifs-là. Donc, je pense que derrière la transformation fondamentale qui a eu lieu, et j'espère qu'on ne reviendra pas totalement en arrière, la participation citoyenne à l'élaboration et à l'évaluation de ces nouveaux dispositifs sera quelque chose d'acquis parce que c'est le garant de la réussite, bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Après, juste un point, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je pense qu'on a la chance dans notre pays d'avoir voté l'année dernière une loi sur le numérique en santé et la création d'une plateforme numérique en santé. Enfin,
tous nous connaissons l'architecture de la maison avec les trois compartiments et le toit. Je trouve qu'effectivement, nous avons bien fait d'avoir cette loi, d'avoir aujourd'hui ce système-là qui est garanti par l'État, qui peut mieux que l'État garantir une certaine équité et une certaine sérieux dans la gestion et dans la transparence des données de santé. Et donc, effectivement, il faudra que l'ensemble de ces applications, l'ensemble de ces dispositifs qui se mettent en place soient respectueux de l'ensemble des lois qui ont été votées. Et ça aussi, je crois que c'est à nous d'avoir cette mission de contrôle et de vigilance. Merci beaucoup en tout cas de ces réponses. Je vous propose maintenant de passer la parole au docteur Lucas. N'hésitez pas à poser des questions entre-temps en utilisant la fonction converser sur Zoom en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions, on les posera juste après. Docteur Lucas. Merci beaucoup. Alors, j'espère que mon propos ne paraîtra pas déstructuré, mais je l'ai bâti assez rapidement pour ce webinaire. Je ne veux pas non plus me disperser exagérément parce que traiter en 15 minutes un domaine aussi vaste, c'est quand même de l'ordre de la gageure. Et l'ami Gérard Raymond a réussi à donner un point de vue. Moi, je ne vais pas donner un point de vue d'un professionnel de santé, bien que c'est inévitable. Je parle bien sûr un peu de là. Je ne vais surtout pas d'ailleurs donner le point de vue de l'ordre puisque je ne suis plus élu ordinal, mais enfin on ne renie jamais je ne suis plus parce que je ne me suis pas représenté, on ne renie jamais son passé. Donc je vais parler de là où je suis, c'est-à-dire un observateur dans le monde du numérique. Alors, la première chose que je vais dire, c'est qu'il y a eu effectivement un essor du numérique, et notamment des téléconsultations lors de l'épidémie, mais il n'y a pas eu que ça. Et je pense que la leçon qu'il va falloir retirer, je ferai d'ailleurs un petit retour en arrière, 10 ans en arrière, lorsque Mathias Dufour était au cabinet de Roselyne Bachelot sur la télémédecine, puisque la télémédecine a été fondée par la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009. Ce que l'on a assisté, c'est une mobilisation assez extraordinaire de l'ensemble des professionnels de santé, notamment dans les établissements, ça a été le plus spectaculaire, puisque c'était là qu'il y avait de l'attention, mais également dans les cabinets libéraux. Il y a quand même un certain nombre de médecins libéraux qui ont contracté le coronavirus et un certain nombre même qui, dramatiquement, en sont morts. Donc, l'ensemble des corps professionnels, il n'y a pas que les médecins, l'ensemble des corps professionnels du milieu sanitaire se sont mobilisés, y compris les infirmières, les aides-soignantes et le personnel d'entretien dans les hôpitaux. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'il n'y a pas eu besoin de réglementer pour que les choses se fassent et que les choses finalement se fassent bien. Je suis d'accord avec Gérard Raymond, il faudra bien évidemment évaluer tout ça. Mais l'objectif dans l'évaluation n'est pas de rechercher des coupables. L'objectif dans l'évaluation, c'est de savoir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, et de tirer d'une situation qui a été dramatique, puisqu'il y a quand même un certain nombre de morts, en particulier dans les EHPAD, de voir quel système peut être mis en place pour remplacer un système qui avait déjà, avant l'épidémie, fait la preuve quand même des tensions extrêmes qui existaient dans les établissements, mais qui existaient également en ville. Et on revient toujours au même problème il faut briser les murs, mais enfin, ça fait des années qu'on dit qu'il faut briser les murs entre l'hospitalisation et la médecine ambulatoire. On voit bien la nécessité de coordonner tout cela. Le président de la République, d'ailleurs, lui-même ne s'y est pas mépris, puisqu'il a dit qu'il fallait y avoir une sorte de plan Marshall pour la réorganisation hospitalière, mais à mon avis, c'est l'ensemble du système de soins qui devra être revu. Alors pour en revenir au tout début, je me suis un petit peu peut-être égaré, c'est que la puissance publique et les politiques publiques devront continuer de prendre en considération que lorsqu'il y a une situation exceptionnelle, les professionnels de santé et les autres professionnels d'ailleurs, même dans d'autres métiers,
se mobilisent et que quand il y a un problème qui se pose, il ne faut pas forcément aller tout de suite vers la nécessité de réglementer encore plus. Donc la nécessité, probablement, va être que l'État fasse bien sûr des lois, des décrets, des règlements. Ce que Gérard Raymond disait, il faut que l'État s'engage, mais il faut que l'État soit un peu stratège et que l'État ne soit pas un État opérateur, que l'État ne s'occupe pas des détails, que l'État s'occupe de l'essentiel. Presque un discours gaullien que je tiens là. À savoir qu'il faut aller vers la proximité. On voit bien d'ailleurs, on a eu quelques tendances lors du déconfinement. Il y a eu enfin l'idée qu'il fallait que l'État, par l'intermédiaire des préfets, fasse respecter les lois de la République, mais il fallait que les maires, qui respectent aussi les lois de la République, mais qui sont au contact de proximité avec les gens, soient associés à la décision, ce qui rejoint d'ailleurs ce que disait dans un autre domaine Gérard, à savoir qu'il faut associer les citoyens, je ne veux pas dire nécessairement les patients, même si c'est les associations de patients qui sont en première ligne, à la reconstruction et au fonctionnement du système. C'est quand même la grande leçon à retenir que ça n'est pas en réglementant tout que l'on facilite l'appropriation du monde nouveau qui arrive, et notamment des moyens numériques. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu un foisonnement d'initiatives numériques qui se sont faites, avec un système comme maladie-coronavirus.fr ou une espèce de test où la personne qui était inquiète pouvait s'auto-tester elle-même et on lui disait à la fin du test: bon, écoutez, c'est pas très grave, restez chez vous, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus pour l'instant, mais n'hésitez pas, si la situation s'aggravait, éventuellement de dire vous devez consulter un médecin ou vous devez immédiatement appeler le 15. Donc ça a bien fonctionné. Il y a eu également, mais il y a eu un foisonnement, mais il y a eu également, si vous vous souvenez, à un moment donné, les anti-inflammatoires non stéroïdiens étaient apparus contre-indiqués dans la maladie du coronavirus parce que un certain nombre de jeunes qui avaient des formes graves de cette maladie auraient peut-être pris des anti-inflammatoires en automédication, comme cela, je ne vais pas citer de nom ici, mais comme cela pouvait exister. Et donc, il y a eu une plateforme qui s'est mise en place avec une appli même permettant de voir si un médicament pris en automédication pouvait être dangereux ou pas dangereux. Et tout cela s'est fait très rapidement en brisant un certain nombre de freins et avec la mobilisation, en l'occurrence, d'une start-up, mais également de l'Institut Pasteur et des centres de pharmacovigilance. Et tout cela s'est bâti dans un espace de temps extrêmement court. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site de l'Agence du numérique en santé des solutions numériques qui ont été répertoriées. Alors on peut discuter bien sûr des critères de ce référencement. Il faudra les affiner, peut-être être un peu plus exigeant dans les années qui viennent, mais elles ont été référencées soit pour les patients, c'est également sur le site santé.fr, soit pour les patients, soit pour les professionnels de santé, y compris les solutions de téléconsultation. Je crois que le problème auquel nous allons être confrontés, je viens de faire, je pense en tout cas, un plaidoyer pour la liberté de faire, la liberté d'entreprendre, la liberté d'innover. Mais pour cela, il faut bien évidemment, si l'on a recours à des fonds publics, que cette liberté d'innovation obéisse aux impératifs que la puissance publique va mettre en place, quand bien même d'ailleurs elle ne contribuerait pas au financement. La puissance publique doit mettre en place un certain nombre de référentiels, c'est d'ailleurs une des fonctions de l'Agence du numérique en santé, et que toutes les initiatives, publiques ou privées, peuvent s'appuyer sur ces référentiels. Ces référentiels eux-mêmes doivent bien sûr être élaborés en faisant participer tous les acteurs, les industriels, les professionnels de santé, les associations de patients, les directions des administrations centrales. Et c'est bien dans cette organisation-là qu'est perçue actuellement la gouvernance du numérique en santé. Or, cette gouvernance,
elle était déjà naissante avant l'épidémie. Donc, il faut bien reconnaître que la dernière loi de modernisation de notre système de santé avait déjà perçu tout le travail qui avait été fait depuis de très nombreuses années. C'est là où j'en reviens dans les années 2010. Ça fait 10 ans qu'on fait des colloques, des séminaires, des manifestations, et Dieu sait que sur le numérique ou les téléconsultations, Gérard et moi, nous nous sommes retrouvés d'ailleurs un certain nombre de cas à des tables rondes. C'était très important parce que je crois que finalement, c'est long, mais c'est cela qui fait mûrir les esprits. Et que si les choses ont été aussi vite, c'est que là, des résistances ont cédé, des barrières ont cédé, des résistances un peu artificielles, parce que nécessité fait loi, et que par conséquent, les médecins et les autres professionnels de santé, mais les médecins en particulier, un certain nombre qui étaient réfractaires à la téléconsultation, ils étaient réfractaires un peu par la force des habitudes, ils n'étaient pas familiers avec l'outil numérique, ils étaient aussi un peu réfractaires car il n'y avait pas de rémunération attachée à l'acte. Ça ne date que de septembre 2018 que la rémunération à l'acte a été ouverte. Donc ça démarrait, mais ça démarrait lentement. Et pourquoi ça s'est accéléré? Ça s'est accéléré parce que Olivier Véran a rapidement pris conscience qu'il fallait faire sauter un certain nombre de verrous réglementaires, qu'il fallait déroger en quelque sorte pour que tous les citoyens qui avaient accès à Internet, d'ailleurs, ce qui est un autre problème, pouvaient avoir des téléconsultations. Alors, peut-être que toutes les mesures dérogatoires sur les outils, un certain nombre d'entre eux n'assurant pas une sécurité parfaite au regard de la protection des données personnelles, qu'un certain nombre de ces outils, mais enfin, bon, quand la maison brûle, on jette de l'eau sur la maison, on n'est pas très attentif à la norme du tuyau. Donc, mais ceci étant, lorsque le sinistre est circonscrit, on en revient ensuite à un stade plus paisible et il faudra donc trouver un juste milieu entre l'excès réglementaire et le tout laisser faire. Et en 2019, en 2009, au moment de l'élaboration de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, je me souviens avoir dit à l'actuel président du think tank le plus important que nous étions assez opposés à une télémédecine réglementée. Or, c'est bien ce qui s'est passé à l'époque. La télémédecine a été réglementée. Réglementée, tout le monde en est d'accord maintenant, a été réglementée à l'excès. Donc, il faut que de nouveau les choses repartent en essayant de ne pas imposer un carcan réglementaire lorsque ça n'est pas nécessaire. Il va falloir donc concilier la sécurité sanitaire et les libertés individuelles. Il va falloir bien sûr concilier, on le voit bien sur le contact, comment ça s'appelle là? C'est pas Stop Covid, c'est pas l'appli, c'est le Contact Covid. Contact Covid. Il y a eu tout un débat autour de la protection des libertés individuelles et du respect du secret médical individuel, alors que le problème de contact Covid est de mettre à l'abri le citoyen d'un risque de contamination. Donc il faut à la fois concilier le fait que chacun doit avoir son jardin secret, mais enfin on est dans le cadre du Covid, c'est une maladie commune, si je puis dire. Ce n'est pas une maladie qui est susceptible, c'est un point très important, d'être stigmatisante, si je puis dire, ou de créer une discrimination. Tout le monde peut attraper le Covid, le coronavirus, par rapport au secret. Donc, le débat a eu lieu, il y a eu probablement beaucoup d'incompréhension autour de ce traçage. Les parlementaires eux-mêmes ont été un peu divisés, le Conseil constitutionnel lui-même s'est prononcé, le Comité consultatif national d'éthique s'est prononcé et il y aura un comité de suivi qui permettra de ramener les choses à leur exacte proportion. Moi, je rappelle, par rapport à la déontologie médicale, au Code de la santé publique, le médecin doit prêter son concours
aux autorités sanitaires en cas de situation d'épidémie. Que l'article 2 du Code de déontologie dit que le médecin est au service de l'individu, je préfère d'ailleurs dire qu'il est au service de la personne et de la santé publique, donc il faut concilier les deux, et que le secret, il peut être dérogé au secret, c'est l'alinéa 2 de l'article 12 du R4127-12 qui dit que la collecte, le traitement et l'échange de données personnelles de santé est autorisé dans les conditions fixées par la loi. Donc il faut bien évidemment que la loi, d'une manière générale, vienne réguler les relations et protéger le citoyen. Et on ne va pas, je suis d'accord avec Gérard, protéger le citoyen sans lui demander son avis, mais on ne peut pas non plus, je dis là en tant que citoyen et en tant que président de l'agence, on ne peut pas non plus dire aux citoyens, vous êtes libre de tout faire et vous êtes libre éventuellement de ne pas respecter les consignes de sécurité sanitaire qui sont données par les autorités publiques. La réponse est non. On pourrait faire d'ailleurs un référendum là-dessus. On dira à ce moment-là, ben, il faudrait le faire. Je ne doute pas que les personnes voudraient être protégées. Alors, sur le plan concret, je vais en rester là parce qu'on pourrait en dire beaucoup de choses, il faut que les moyens numériques, il y a la téléconsultation, donc nous en avons parlé, peut-être que nous y reviendrons, mais il y a également d'autres moyens numériques qui ont été organisés ou qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la prise en charge, dans la situation épidémique que le pays a traversée. Enfin, j'espère qu'on peut parler au passé, mais enfin, il faut encore être extrêmement vigilant. Je vais en citer un de ces moyens-là, qui est un moyen d'État, qui est le répertoire opérationnel des ressources. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le répertoire opérationnel des ressources. Les agences régionales de santé étaient chargées par la réglementation de constituer un répertoire opérationnel, c'est ce mot-là qui est important, des ressources. C'est des ressources en équipement, c'est des ressources en disponibilité. Disponibilité, ça inclut bien sûr la disponibilité humaine. Est-ce qu'il y a des lits de réanimation, par exemple, dans un hôpital ou dans un établissement privé? Le répertoire opérationnel des ressources n'est pas uniquement public, il est également privé. Le monde ambulatoire, pour l'instant, le secteur ambulatoire en était exclu. Eh bien, quand il a fallu trouver des lits de réanimation pour faire en sorte que des patients d'Île-de-France atteints de formes graves puissent être mis sous ventilateur, la PHP n'a pas téléphoné aux différents hôpitaux en leur demandant « est-ce que vous avez des lits ?» La PHP a pu se connecter au répertoire opérationnel des ressources et se rendre compte qu'il existait des disponibilités de lits, en particulier dans la région ouest, sur la côte atlantique d'ailleurs, qui assez globalement n'a pas été touchée, enfin en dehors des Hauts-de-France, n'a pas été touchée. Donc le répertoire opérationnel des ressources a fait la preuve de son utilité, de son efficacité. Ça n'empêche pas ensuite, bien sûr, lorsqu'on sait qu'il y a une disponibilité, de savoir si elle est effectivement disponible. Eh bien, il faut que ce répertoire opérationnel des ressources, qui est actuellement développé au niveau des régions, que les différents répertoires développés au niveau des régions soient interopérables, bien évidemment. Donc, ce travail est un des travaux de la DGOS en relation avec l'Agence du numérique en santé. Et il faut aussi, bien évidemment, intégrer la médecine ambulatoire dans ces répertoires opérationnels des ressources sur les territoires. Ce qui va rejoindre, et mon propos s'arrêtera là, Gérard il portera peut-être un regard critique, enfin au sens intellectuel et non inamical du terme critique, que les communautés professionnelles des territoires de santé qui existaient théoriquement sur le papier avant la loi se mettent en place. Ça a été la démonstration, cette épidémie, de mettre en évidence que les professionnels de santé sont prêts à coopérer entre eux. Il faut donc que ces coopérations soient organisées. De même que le service d'accès aux soins, dont Agnès Buzyn avait beaucoup parlé,
avant l'épidémie du coronavirus, que ce service d'accès aux soins doit être organisé en tenant compte des aspects très positifs de ce qui s'est passé. Et pour terminer, le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, doit bien évidemment devenir très opérationnel avec des engagements de la plateforme vis-à-vis des citoyens. Gérard et moi, d'ailleurs, y avons contribué surtout lui, puisqu'il est quand même vice-président du Health Data Hub, de l'organisation de cet engagement de la plateforme, là aussi pour tordre le cou à un certain nombre d'habitudes qui considèrent à dire « Ah oui, mais les données personnelles de santé, oh là là, les données personnelles de santé », comme si on n'avait jamais utilisé des données personnelles de santé pour faire de la recherche. Donc peut-être qu'il y a un problème un peu polémique d'ailleurs lié à Microsoft Azure, qui est une brique que je vais qualifier d'américaine dans le montage, mais enfin toutes les assurances, les garanties ont été prises. Donc faisons en sorte, avec aussi les think tanks qui permettent précisément de brasser des idées, faisons en sorte que la puissance publique, que l'autorité de l'État sorte renforcée de cette situation, mais un État qui se recentre sur les aspects régaliens de sa fonction et qui ne viennent pas réglementer dans le détail des choses qui relèvent de l'organisation territoriale de proximité. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter là mon propos. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Je vous propose de vous les lire. Donc, une première question. Pensez-vous que le développement actuel de la télémédecine en dérogatoire accélérera l'adoption en droit commun de la télésurveillance médicale? Alors ça, c'est une première question qui est assez précise. Et puis, il y en a une deuxième qui est plus large. C'est comment les professionnels de santé, de votre point de vue, qui sont les acteurs au quotidien de la prise en charge, bien sûr, des patients, de façon générale, ont pris ce virage numérique. Vous y avez partiellement répondu, mais peut-être développé, ont pris ce virage numérique qui s'est donc imposé pendant cette crise, et comment on va continuer à pouvoir les accompagner pour la suite, pour le monde d'après. Alors, je crois, Gérard répondra aussi, mais je crois que les professionnels de santé, et moi j'en suivais notamment sur les réseaux sociaux, où eux me suivaient aussi, très réfractaires au numérique en général, parce que ça déshumanisait la relation, ce à quoi personnellement je ne crois pas du tout, et d'ailleurs Gérard Raymond a mis en évidence tout à l'heure que ce n'était pas vrai, hein, ça va d'ailleurs... Je fais un peu une digression, mais ça me paraît important. Il y a beaucoup de gens qui vont ressortir psychologiquement traumatisés de cette situation-là, qu'ils étaient déjà un peu fragiles avant, ou même s'ils ne l'étaient pas, cette situation va laisser des traces sur le plan psychologique. Il va y avoir d'ailleurs des situations sociales, c'est également, je crois, dans l'ADN du think tank, des situations sociales qui vont être difficiles avec des retentissements psychologique ou psychiatrique, eh bien, on voit bien que la prise en charge d'un patient atteint de troubles psychologiques peut se faire plus facilement dans la relation intermédiée par le numérique que dans la relation directe où il est, comme Gérard le disait d'ailleurs tout à l'heure, un peu en situation de dépendance, si je puis dire, parce qu'il se déplace et qu'il va chez le médecin. Enfin, il n'est pas sur son terrain de jeu habituel, si je puis dire. Donc on voit bien que là, en plus, il n'y a pas d'examen clinique, mais voir la personne, ça semble très, très important. Donc je disais qu'un certain nombre de médecins qui étaient réfractaires à la téléconsultation s'y sont mis. Nous avons d'ailleurs recensé sur le site de l'agence les différentes solutions qui étaient possibles parce qu'ils étaient un peu perdus dans cette situation-là. Donc, il y a différentes solutions technologiques qui s'offrent à eux, et je pense qu'ils vont très vraisemblablement poursuivre. Mais il y aura peut-être un creux, puisqu'on voit que les cabinets médicaux qui avaient été désertés parce que la communication publique, à juste titre, était de dire aux personnes « restez chez vous », enfin, n'ayant pas pris la part du fait que
beaucoup de patients n'ont plus osé aller, soit parce qu'ils craignaient d'être contaminés, soit en fait parce qu'ils faisaient la preuve d'un esprit civique en disant mais finalement je vais pas mal, bon, c'est pas la peine que j'aille embêter le médecin. Il y a quand même encore des personnes, et beaucoup même, qui ont cette relation avec leur médecin, je vais pas l'embêter pour ça. Donc c'est les deux, je crois. Hein. C'est de la crainte de la contagion, mais également de dire ils ont autre chose à faire que de s'occuper de mon petit cas particulier. Je pense que ça n'est pas trop grave. On verra d'ailleurs, et il faudra évaluer si ça n'a pas pu devenir grave. Donc, à long terme, à moyen terme, je vais dire, je crois qu'un certain nombre de médecins reprendront des téléconsultations pour le suivi, et notamment de pathologies au long cours, où là, le patient est un diabétique, il connaît son médecin traitant ou son diabétologue, il a besoin d'avoir une consultation médicale, il est lui-même formé à la prise en charge de sa maladie, c'est pour ça que je prends l'exemple des diabétiques, à la prise en charge de sa maladie, il n'a pas nécessairement à chaque fois besoin de se déplacer. Et par conséquent, la téléconsultation pour toutes les pathologies chroniques, puisque vous évoquiez la télésurveillance, je crois que oui. Et là, il y a une précision à apporter sur la télésurveillance, d'ailleurs. Est-ce que ce sont des téléconsultations qui se succèdent? Est-ce que c'est autre chose que des téléconsultations? Est-ce qu'on inclut des dispositifs intelligents, des dispositifs médicaux intelligents et connectés dans la surveillance de ces patients, comme ça peut être le cas encore chez les diabétiques, mais ça peut être le cas également chez les patients ayant d'autres affections cardiaques ou d'autres pathologies. Donc là maintenant, il faut vraiment qu'on y aille. Il y a des enjeux également économiques et industriels, puisque sinon, si ce n'est pas la France ou l'Europe qui le fait, eh bien, ce seront les GAFAM et les BACS de Chinois qui pourvoiront. Gérard, tu veux commenter Oui, pour répondre plus succinctement à la question, bien sûr que, alors tout d'abord, un préalable, je n'aime pas le mot surveillance, comprenez bien. Hein, donc, je l'ai déjà dit et redit, le coronavirus ne nous a pas changé. Nous n'aimons pas le mot surveillance, mais nous préférons l'accompagnement, le suivi. Et donc, effectivement, ce que dit Jacques est extrêmement important. Cette téléconsultation de suivi, d'accompagnement, devra rentrer dans les mœurs et dans les pratiques, que ce soit des patients, mais aussi des professionnels de santé, et qu'effectivement, les dispositifs qui ont été mis en place, il faudra évaluer. J'ai eu une question de savoir qui c'est qui allait les évaluer, mais je pense que si les patients ne les évaluent pas, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faudra qu'on y soit aussi partie prenante. Et quand on redeviendra effectivement à un fonctionnement plus normal, hein, et que les mesures dérogatoires vont passer, il faudra effectivement pouvoir continuer à mettre en place ces dispositifs-là d'une façon bien régulée, de télésuivi, de téléaccompagnement. Évidemment, on prend le diabète parce que je pense que c'est la pathologie emblématique, mais il y a bien d'autres pathologies chroniques, que ce soit l'asthme, que ce soit les problèmes cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, qui peuvent parfaitement bien entrer dans cette catégorie du suivi, ce qui désengorgera évidemment aussi les consultations, les trajets. Et donc, il y a toute une réorganisation à mettre en place qu'il faudra faire. Et je rejoins ce que dit Jacques Lucas. L'État doit garder son côté régalien, mais laisser les acteurs, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, que ce soit les professionnels de santé ou des techniciens, dans ce cadre-là, pouvoir exprimer toutes leurs compétences et toute leur efficacité. Et ça me paraît être extrêmement important. Et surtout localement. Et surtout localement, prendre en cause, ou en compte plutôt, la réalité des besoins locaux, pathologie par pathologie ou population par population, mais de bien faire corps entre l'ensemble des acteurs, et ça me paraît important. Je pense qu'effectivement, de longues discussions ces dernières semaines sur cette application, ou plutôt ce dispositif Contact Covid, nous avions très clairement, nous, dit que nous étions contre effectivement l'application Stop Covid qui arrivait
d'Asie et que le traçage, la géolocalisation, c'était pas pour nous. Je pense que l'ensemble des Français avaient parfaitement compris que c'est pas comme ça qu'on y arriverait. Et donc, effectivement, on a préféré avoir une vision de cette nécessité de suivi et d'accompagnement des personnes ou contactées ou atteintes de Covid ou personnes contact, plutôt portant sur la responsabilisation individuelle et la responsabilisation collective. Et quand même, dans ce pays, il y a quand même une institution, me semble-t-il, qui a fait ses preuves sur sa fidélité, ses compétences et sa rigueur, c'est quand même l'assurance maladie. Voilà. Et donc, je pense que c'était normal que l'assurance maladie porte effectivement ce dispositif et qu'à côté d'elle, ce qui vient de se créer, que ce soit le numérique en santé, l'agence du numérique en santé, puisse venir apporter toute la technologie, toute la garantie de la sécurité qu'il peut y avoir fait. Il y a eu un long débat là-dessus, bien sûr, y compris sur le rôle des médecins traitants ou des médecins généralistes. Effectivement, et je pense que là, vous l'avez bien dit, Jacques, c'est important. Je pense que les médecins ont aussi un rôle de santé publique et de se préoccuper de la santé de l'ensemble de la population. Il n'y avait pas de délation. Il n'y avait pas de faire de l'argent là-dessus. Il y avait simplement à prendre en considération qu'il y avait là aujourd'hui une situation grave de crise sanitaire et que chacun devait prendre sa part de responsabilité d'une façon individuelle et collective. Beaucoup. Il y a pas mal de questions là qui sont arrivées sur le fil. Alors, donc je commence. Alors, Alexis Vervial. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si ce sont des précisions, mais Alexis Vervial qui nous dit « De nouvelles règles dérogatoires du droit commun de téléconsultation, télésoins ont été posées spécifiquement face à la crise Covid-19, notamment la téléconsultation, télésoins par téléphone, ce qui a rendu service notamment à une population non connectée, effectivement. Aura-t-on une évaluation et par qui pour identifier si ces règles pourront être maintenues en post-crise ?» alors attendez, je continue. Sur les dispositifs numériques publics, toujours Alexis, santé.fr est en train de vraiment trouver sa place en matière d'information de santé qualifiée. Il doit encore gagner en notoriété pour devenir un vrai outil citoyen. On a beaucoup développé les usages de la télémédecine, mais on a très peu parlé du DMP. Y a-t-il eu des usages, notamment sur le volet médical de synthèse, en cas de transferts interrégionaux? Une messagerie sécurisée entre les patients et les praticiens aurait été utile, même si la plupart des plateformes de télémédecine en embarquent une. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est première question. Deuxième question, question de Thierry Nobre. Voilà. Les constats faits pour le diabète ont-ils été faits pour les autres maladies chroniques, voire pour les autres situations de consultation entretien? Et question de Franck Noguero, à vous entendre, CPTS, ambulatoire, télésurveillance, est-ce que l'on se dirige vers un parcours de santé numérique fléché et rémunéré avec des actes identifiés chez les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, etc. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer. Sur l'évaluation, je veux bien rapidement répondre à Alexis Vervial. Bien entendu que de toute façon, il faudra évaluer. Et je pense que déjà, bon nombre d'études sont faites aujourd'hui sur les conditions, sur comment les choses se sont passées. On verra les résultats de l'ensemble de ces études qui sont sous l'égide du Hub Data. Et donc, on verra bien les résultats. Il faudra évaluer. Et encore une fois de plus, c'est l'ensemble des acteurs qui devront être à l'évaluation sur le contact Covid a été créé un comité de contrôle et de suivi et forcément que nous allons réclamer toute notre part, rien que notre part, mais toute notre part à participer à ce comité de contrôle. J'ai pris le cas du diabète, je n'ai pas forcément, même si j'ai une petite casquette avec la présidente de France Asso Santé, je n'ai pas de remontée très spécifique sur les autres pathologies, mais on sait que se sont mis aussi en place d'autres plateformes pour d'autres pathologies. Là aussi, il faudra évaluer effectivement comment les choses se passeront. Enfin, pour la dernière question, je pense qu'effectivement, alors je ne peux pas dire si tout sera rémunéré à l'acte identifié, j'en sais rien, mais qu'il y ait certainement
remise à plat aussi du modèle économique avec l'ensemble de la coordination des acteurs, ça c'est une évidence. Après, je pense qu'effectivement, les corps constitués reprendront leur place pour négocier tout cela. Juste un petit point sur le DMP. Effectivement, bah, fallait bien quand même que je fasse une petite critique. Effectivement, les médecins généralistes se sont plaints de n'avoir plus personne à leur cabinet. Ben, on leur a conseillé de remplir les DMP en attendant, comme ça pour les occuper. Voilà. Alors, sur les mesures dérogatoires en matière de téléconsultation, je pense qu'il faudra il faudra trouver un juste milieu entre une réglementation qui était encore excessive et de tout laisser faire. Derrière la question se trouvent en fait des possibilités d'accès aux soins dans des territoires où des patients, des citoyens, en fait, ne trouvent pas de médecins traitants. C'est quand même un vrai problème. Or, ces patients-là peuvent avoir d'interrogations relatives à la santé, en dehors, je parle de la situation pandémique, et déjà, dérogation à l'avenant numéro 6 permettait à ce moment-là d'avoir recours à des plateformes de téléconsultation. Cette question-là va se reposer de façon certainement très aiguë, surtout s'il y a d'ailleurs une crise sociale et économique qui ne simplifiera pas les choses. Donc, il faut explorer cette situation-là avec les organisations des professionnels de santé, avec bien évidemment les associations de patients, mais également avec les élus des collectivités territoriales, avec les maires de ces zones où en fait là, il y a une réelle difficulté d'accès aux soins. Sur santé.fr, je suis tout à fait d'accord avec Alexis Vervial. Il est en train, santé.fr, c'est en fait le site opérationnel du service public d'information en santé créé également par la loi. Et il faut donc que santé.fr, c'est pas parfait, mais par exemple, et je l'ai reposté sur les réseaux sociaux, les endroits géolocalisés où on peut faire le test virologique, le test virologique, on peut le faire, on peut aller sur santé.fr et trouver par géolocalisation le plus près de chez soi. Donc ça aide à la fois les médecins, mais ça aide également les citoyens. On a parlé du DMP, non, effectivement, le DMP actuellement n'a pas été utilisé ou alors ça a été extrêmement confidentiel dans les cas de transfert de patients qui étaient quand même dans une situation aiguë. Et par conséquent, c'était l'état de la situation qui a été communiqué à partir du dossier hospitalier. Mais les DMP, la preuve d'ailleurs, c'est bien la preuve que si les citoyens avaient un DMP rempli, ça simplifierait et ça fluidifierait le parcours de soins. Mais on y était déjà attaché avant l'épidémie. Quant à la messagerie sécurisée entre les patients et les praticiens, elle est actuellement, ou elle va rentrer actuellement en phase d'expérimentation. Et l'objectif dans le plan numérique Ma Santé 2022 est qu'il puisse bien y avoir des échanges dématérialisés via des messageries sécurisées entre un patient et le médecin qui le soigne, ou les médecins d'ailleurs qui le prennent en charge. Très bien, merci beaucoup. On arrive au terme de notre second webinaire sur technologie et patients. Je pense qu'on a dû poser toutes les questions. On vous remercie pour les réponses. Donc, c'est un plaisir de voir que vous avez pu répondre aux attentes des gens qui ont assisté à ce webinaire. Alors, on vous donne rendez-vous. Donc oui, moi, j'ai retenu quand même 2 points sur lesquels je voulais revenir. C'est que la crise est à la fois un accélérateur et un révélateur. Et accélérateur dans les usages, on a vu à quel point vous avez donné des exemples de la manière dont les technologies ont pu vraiment s'imposer dans les usages de relations entre soignants et soignés. Et aussi un révélateur parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà des questions qui se posaient avant ou des interrogations qu'on avait et qui ont été sans doute mis en lumière encore plus dans le cadre de cette crise. Et donc, ça donne encore plus d'importance
aux mesures qui seront prises en sortie de cette crise pour tenir compte de l'ensemble de ces enseignements qu'on pourra tenir. Et vous avez posé le débat sur plus de réglementation, moins de réglementation, et sur les sujets aussi de confidentialité des données, de respect de la vie privée. Et donc, sur le sujet qui nous intéresse, qui est de savoir comment les technologies viennent bouleverser le rapport, le travail quotidien des professionnels de santé, on a vu qu'à la fois, ça a accéléré certaines choses et ça vient révéler aussi peut-être des nécessités de préparation plus importantes et donc qui vont être mises à l'actualité des mesures de sortie de cette crise. Donc, on vous donne, merci encore donc, pour vos témoignages, tout ce que vous nous avez appris et les réponses aux questions que vous avez apportées. On se retrouve là dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, ça sera Roselyne Bachelot qui sera notre invitée et qui nous… Alors, je vais vous mettre la petite annonce et qui devrait nous parler de l'impact sur les professionnels de santé. Donc, ça sera un grand moment. Donc, on nous attend nombreux. Si vous êtes intéressé aussi par les travaux de notre think tank le plus important, vous pouvez donc aller voir le site internet leplusimportant.org et vous pouvez aussi nous écrire si vous voulez nous rejoindre pour travailler sur les sujets santé ou sur d'autres sujets et vous pouvez nous le faire savoir en nous écrivant à contact@leplusimportant.org. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Roselyne Bachelot le jeudi à 11h30. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.